spécial organisé dans le cadre de la francophonie avec pour thème l'égalité des genres. Nous sommes le mardi 6 avril et il est 19 h. Merci encore d'être avec nous et je suis entouré de mes brillants chroniqueurs qui ont abordé aujourd'hui ce thème et un thème qui revient beaucoup dans l'actualité et un thème qui va nous être introduit par Lola. Lola qui va nous parler qui va définir les termes de genre et de sexe, mais également nous parler de ses évolutions au cours du temps. Lola, c'est à toi. Bonsoir Amaury. Tout d'abord, je pense que c'est important de redéfinir les termes pour qu'il n'y ait pas de confusion. Tout d'abord, selon l'OMC, le mot sexe se réfère davantage aux caractéristiques biologiques et physiologiques qui différencient les hommes des femmes, alors que le mot genre sert à évoquer les rôles qui sont déterminés socialement, donc les comportements, les activités et les attributs qu'une société considère comme appropriés pour les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes sont donc deux catégories de sexe, tandis que des concepts masculins et féminins correspondent à des catégories de genre. Les aspects de sexe ne changent pas beaucoup d'une société humaine à une autre, tandis que les aspects de genre varient beaucoup. Cela signifie donc que l'égalité des sexes ne signifie donc pas l'égalité des genres. Selon l'action contre la faim, l'égalité de genre est l'état dans lequel l'accès aux droits et aux opportunités n'est pas affecté par l'identité sexuelle, l'expression sexuelle ou l'orientation sexuelle. Je vais à présent vous parler de quelques avancées sociales qui ont permis justement d'aller un peu plus vers l'égalité des genres. Tout d'abord, j'aimerais parler de quelque chose qui est pour moi important, c'est le vote des femmes. Donc, la première fois que les femmes ont pu voter en France, c'était le 29 avril 1945 lors d'élections municipales. Ensuite, une autre avancée qui est primordiale, notamment pour la femme, c'est l'IVG, qui a été instaurée par la loi Veil le 17 janvier 1975 et donc a permis aux femmes d'avoir un contrôle sur leur corps. Ensuite, une loi un peu plus globale qui concerne tous, donc les hommes et les femmes, c'est la loi du 17 mai 2013, le mariage pour tous. La France est ainsi devenue le 9e pays européen et le 14e pays au monde à autoriser le mariage homosexuel. Cette loi a aussi ouvert de nouveaux droits pour le mariage, l'adoption et la succession au nom des principes d'égalité et de partage des libertés. Enfin, j'aimerais finir avec le changement de sexe à l'état civil, qui a été d'abord instauré en 1993, mais j'aimerais parler surtout de la loi du 18 novembre 2016. Cette loi est importante parce que à partir de cette loi, il n'est pas nécessaire d'avoir suivi un traitement médical ou d'avoir été opéré pour changer de sexe à l'état civil, ce qui apporte une différence énorme. Et bien sûr, toutes ces avancées ont pu notamment avoir eu lieu, notamment grâce à des groupes de féministes ou encore la communauté LGBT qui s'est formée au début des années 70. Merci beaucoup Lola d'avoir défini ces termes et d'avoir cette approche historique qui nous en a appris sur les avancées de l'égalité des genres au cours du temps. Et s'il y a eu des avancées, il y a maintenant des reculs. C'est dans l'actualité. Et c'est Alice qui va nous présenter les différents reculs qu'il y a sur la question de l'égalité des genres parce que, bien sûr, on n'est pas encore dans une parfaite égalité des genres. Alice, c'est à toi. Donc, merci Amaury. En effet, nous pouvons remarquer de nombreux reculs récents. Alors que la notion d'égalité pour tous est apparue progressivement dans les textes communautaires, a rapidement été perçue comme un moyen de concentrer les politiques sociales et d'affronter plus facilement les revendications spécifiques de la société civile. On observe ainsi une dilution complète de l'objectif de l'égalité des sexes dans l'égalité pour tous. Le premier indice de cette tendance de dilution fut la résistance des décideurs politiques à inclure l'égalité des sexes dans la charte des droits fondamentaux de l'UE et dans le projet de traité constitutionnel. Effectivement, en 2006, cette tendance à la dilution de ces valeurs s'est concrétisée dans les textes officiels de la politique pour l'égalité par un net reversement de la place assignée à l'égalité des sexes depuis le traité de Rome de 1957.
Alors que l'objectif principal de la feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes de 2007-2010 était l'égalité entre les hommes et les femmes, cet objectif s'est transformé en l'intégration de la dimension de genre. Cela signifie donc qu'on ne doit plus intégrer l'objectif de l'égalité, mais la dimension du genre. On relève donc une approche au lieu d'un objectif concret et explicite. De plus, le nouveau règlement du FSE, donc Fonds social européen de 2007-2013, suit aussi cette nouvelle tendance. Pour la première fois, la question de l'égalité entre femmes et hommes n'est plus qu'une sous-priorité, tandis que l'inclusion sociale et la lutte contre toute forme de discrimination deviennent une priorité du FSE à part entière. Alors qu'auparavant, les deux objectifs étaient des priorités équivalentes, l'égalité femmes et hommes est dorénavant inférieure à la lutte contre la discrimination généralisée. L'intégration de l'égalité des sexes n'apparaît donc plus que dans le contexte des programmes opérationnels qui relèvent de la responsabilité des États membres, ne révélant ainsi aucune mesure concrète. Plus spécifiquement, l'année 2017 marque un coup d'arrêt après une décennie de progrès lent mais constant en termes d'amélioration de l'égalité des sexes, puisque l'écart entre les genres à l'échelle du monde s'est creusé pour la première fois depuis la publication du premier rapport mondial sur la parité entre hommes et femmes du Forum économique mondial en 2006. Les conclusions du rapport de 2017 révèlent que 68% de l'écart entre les genres a été comblé. On retient par conséquent une légère détérioration par rapport à 2016 et 2015, où l'écart était de 68,3% et 68,1% respectivement. Derrière ce recul se cache un creusement de l'écart entre les hommes et les femmes dans les 4 piliers du rapport. C'est donc l'éducation, la santé et survie, opportunités économiques et l'émancipation politique. Au rythme de progression actuelle, l'écart mondial entre les genres devrait prendre 100 ans à se réabsorber, contre 83 en 2016. Les domaines où les disparités entre les genres demeurent les plus importantes sont toujours l'économie et la santé. Et à ce rythme, il faudra encore 217 ans pour atteindre la parité entre les genres dans le pilier économique et sur le lieu de travail. Ainsi, même les pays occidentaux développés qui cherchent à combler les inégalités sont clairement en période de recul. En effet, selon le dernier rapport du Forum mondial de l'économie, la France est passée du 18e au 46e rang mondial pour l'égalité entre hommes et femmes. L'inégalité salariale et l'absence des femmes en politique en sont les causes principales. Merci beaucoup Alice. On a pu voir donc que l'évolution sur la question des genres se fait à géométrie variable et que rien n'est encore acquis. Et dans les années à venir, il faudra voir les mesures qui seront prises. Et donc, on remercie Alice pour cela, pour cette petite chronique. Et on va enchaîner sur un format assez original qui est un micro-trottoir. On a voulu savoir ce que les élèves, que des personnes du lycée pensaient sur cette question des genres. Et ça nous est présenté par Tala et Gaston qui sont allés les interviewer. Bonsoir Amaury, bonsoir à tous. Donc avec Gaston, nous avons réalisé un sondage au sein du lycée sur la question de l'égalité des genres. Nous allons tout de suite écouter les réponses des personnes interviewées. Et comme vous allez le voir, les réponses sont très différentes. On a des opinions assez variées, ce qui montre que c'est un sujet qui est assez controversé au sein de notre société. Pensez-vous de l'égalité des genres dans notre société? Alors bonjour madame, je pense qu'avant de parler d'égalité, déjà il faut définir les genres. Et pour moi, we need to define. Ce débat peut susciter beaucoup d'interventions aujourd'hui, je pense, donc il n'y en a que 2. Et donc on est loin d'arriver à une égalité, mais on a fait quand même beaucoup d'étapes, beaucoup de progrès. Je pense qu'on en est loin, il y a beaucoup de lois qui apparaissent, on voit beaucoup plus les femmes dans beaucoup de métiers professionnels aujourd'hui. Beaucoup de carrières en plus, mais je pense qu'on en est loin, donc on verra comment ça évolue, mais merci. On y arrive. Bonjour monsieur, est-ce que vous pensez que les femmes et les hommes sont égaux dans notre société aujourd'hui? Alors je pense qu'ils devraient l'être, d'après les lois et d'après quelque chose. Cependant, je trouve que les hommes sont supérieurs aux femmes. On peut parler du salaire, du travail, à l'emploi et aussi à l'école. Donc je trouve qu'il faut changer ça. Et
Merci. Donc, que penses-tu de l'égalité des genres dans notre société? Je pense que c'est super inégal parce que il y a que deux genres dans la société, mais un genre c'est défini sur le physique plutôt que, mais d'après moi c'est plutôt genre, ce que quelqu'un pense à l'intérieur, c'est une personne qui se définit elle-même si elle veut être homme, femme ou autre chose. Le sexe est un concept biologique, hérité génétiquement. Le genre est un concept sociologique qui évolue en fonction des époques et de nos sociétés. Si l'égalité des genres, c'est être libre de faire des choix, sans contrôle des préjugés et des stéréotypes, alors on peut dire qu'on est loin aujourd'hui de l'égalité des genres. On est au final content d'avoir pu regarder ces différents témoignages qui ont été recueillis au sein du LFS et de voir ce que pouvaient penser ces derniers sur cette question-là. Une question qui est parfois clivante et qui peut entraîner la polémique. Qui peut entraîner, oui, la polémique. Et c'est justement Alexios qui va nous parler de cette question et qui va se demander si est-ce que peut-on parler librement au final de cette question qu'est l'égalité des genres. On en parle aujourd'hui dans notre émission, mais il peut s'avérer parfois très polémique. Alexios qui nous présente cela. Alexios, c'est à toi. Alors oui, bonjour Amaury. Donc c'est vrai qu'on pourrait se demander qu'est-ce le genre et qu'est-ce véritablement cette notion qui fait polémique, qui a été introduite il y a une quarantaine d'années par les mouvements féministes, et pourquoi peut-on encore parler d'une polémique autour de cette notion. Donc il est vrai qu'on aurait du mal à se positionner autour de ce débat qui, pour l'Express, divise ceux qui s'appuient sur les gender studies pour dénoncer les discriminations sexuelles et ceux qui craignent de voir gommer toute différence entre hommes et femmes. Alors intervient la théorie du genre en question. Pourquoi aujourd'hui parler de genre plutôt que de sexe? Existe-t-il vraiment une théorie du genre? Il est vrai que ce débat polarise particulièrement les opinions. La Voix du Nord nous lance directement la polémique en affirmant que la théorie du genre serait une forme de propagande proche du complotisme. Rejoignons non loin les propos du pape François à propos des manuels scolaires qui transmettent la, je cite, colonisation idéologique de la théorie du genre. Ceux qui la dénoncent affirment que la théorie du genre vise à effacer toute différence biologique comme sociale entre les hommes et les femmes. Elle est, selon eux, introduite insidieusement à l'école, notamment via les manuels scolaires. D'où la polémique autour d'un supposé entamer un boycott de l'enseignement public. Pour le Huffington Post, une théorie du genre serait enseignée à l'école pour nier les différences sexuelles entre filles et garçons, si possible dès la maternelle. Avec quel objectif? Détruire le modèle traditionnel terriblement oppressant qu'on connaît, qui est celui de la famille du patriarcat, afin d'encourager l'homosexualité, la bisexualité et la transsexualité. Le Huffington Post continue ses propos en disant qu'il existe en revanche une distinction entre sexe biologique et genre. Le genre est un concept issu des sciences humaines et sociales pour affirmer l'importance de l'environnement social et culturel dans la construction de l'identité sexuelle de chacun. Ainsi, Libération se pose la question suivante. Pourquoi les théories du genre font-elles peur? Les savoirs des études de genre dérangeraient, selon la sociologue Laure Bérini, co-éditrice scientifique de l'encyclopédie. Ils sont des outils puissants de déstabilisation des distinctions et hiérarchies qui apparaissent comme naturelles entre les hommes et les femmes, entre les hétéros et les homos. Ah, si le pape François lisait l'encyclopédie de Bérini, il ne s'en remettrait pas. On retrouve donc la Voix du Nord qui nous indique que la théorie du genre n'existe pas tant que telle. En réalité, ce serait une invention. On parle plutôt d'études de genre, les gender studies à l'anglo-saxonne, une somme de travaux divers et contradictoires qui sont loin d'être homogènes et qui suscitent d'ailleurs beaucoup de débats entre eux. C'est aussi une sorte de catéchisme porté par les partis de l'ultra-gauche et les campus américains engrainés par la bien-pensance. Ce débat montre aussi que la gauche n'est pas très à l'aise avec les problèmes de société. Elle est elle-même très divisée sur le sujet et le pays est finalement assez polarisé sur cette question, notamment lorsqu'il s'agissait d'affronter les questions de société telles que le mariage pour tous, la PMA et la GPA. En bref, le problème de ce débat, c'est que chacun voit midi à sa porte. Polémique sur polémique, on a du mal à trouver où se positionner. Doit-on être conforme et soumis à la bien-pensance ou réfléchir de soi et pouvoir exprimer son avis
sans être pointé du doigt par ceux prônant constamment l'égalité et l'équité. Merci beaucoup, Alexios. Grâce à toi, on a pu donc avoir de multiples points de vue sur cette question qu'est l'égalité des genres et voir si elle était polémique ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, on donne la parole à tout le monde et on aimerait avoir les avis de tout le monde. Et quelqu'un qui va nous donner son avis, ça va être Aurel dans son édito qui va vous parler et vous donner son point de vue sur un événement qui a eu lieu il y a peu de temps. C'est le passage à la télévision française de Lily Vincent. Il va vous présenter qui est Lily Vincent et les questions qui se posent autour d'elle. Oui, alors effectivement, Amaury, comme tu l'as dit, je vais parler aujourd'hui de cet événement qui est le passage à la télévision française sur le plateau du Petit Journal de Lily Vincent, une enfant transgenre de 8 ans. Alors tout d'abord, pour désamorcer toute critique, je tiens à dire que de mon point de vue, chaque individu a le droit de faire ce qu'il veut avec son corps et ce n'est surtout pas à moi de dire aux gens quoi faire avec le leur. Cependant, je voulais juste revenir sur cet événement qui m'a beaucoup marqué et même mon entourage on a été marqué pour expliquer, et en fait je vais revenir sur cet événement pour expliquer les dangers et les raisons qui peuvent mener à de telles affirmations chez un enfant. L'enfant qui aurait dit se considérer comme fille alors que génétiquement, il est un enfant. Il est un garçon, excusez-moi. Alors, premièrement, il faut savoir qu'être garçon ou être fille, c'est l'une des premières questions qu'un enfant va se poser dès qu'il va avoir conscience de lui-même, de son identité vers 2 ans. Il va chercher à s'identifier, à se différencier des autres personnes et des autres enfants. Et cela se passe par la différence des sexes. Par la suite, entre 5 et 6 ans, il va prendre conscience de son identité sexuelle véritable. Et c'est là où l'identité va apparaître. Mais il y a une chose que la pédopsychiatrie nous apprend. Et c'est le fait que les enfants portent aussi une attention aiguë à ce que leurs parents semblent avoir attendu lors de leur venue au monde, dans le besoin d'être aimés d'eux. Voulait-il avoir un fils ou bien une fille? Aurait-il été plus content avec un enfant de l'autre sexe? Alors en fait, se définir garçon ou fille, pour un enfant d'un si jeune âge, cela implique de mettre en concordance le sexe corporel avec ce qui est ressenti des attentes des parents et accepter d'en faire son vrai sexe. Et donc cette réflexion, vous le voyez bien, nous mener à une chose essentielle. C'est que parfois, l'enfant va avoir l'idée qu'être de l'autre sexe lui garantirait d'être mieux aimé. Cela expliquerait donc pourquoi il y a des enfants qui veulent changer de sexe, comme c'est le cas de Lily Vincent. Et en réalité, lorsqu'on est adulte et qu'on devient adulte, et que lorsque les adultes veulent changer de sexe, cela ne pose en réalité aucun problème. Premièrement, car la demande de changement de sexe est désormais acceptée juridiquement, en France en tout cas, mais surtout car cet adulte a forcément mûri longuement cette question. Il y a eu un long processus de réflexion sur sa propre identité sexuelle. Et donc l'opération de changement de sexe est tout à fait légitime dans ce cas-là. En revanche, vous le voyez bien, ça nous mène au problème de l'enfant. Cela pose plus de questions pour l'enfant, en effet, parce que la question qu'il faut se poser, c'est faut-il, dès l'enfance, commencer ce changement de genre? Eh bien, je ne crois pas. En effet, je pense qu'il faut se méfier des traitements trop hâtivement prescrits, comme c'est le cas des traitements hormonaux, qui est disponible en Angleterre dès un très jeune âge. Mais il faut en revanche ouvrir la réflexion sur ce qu'est la demande de l'enfant, sur ce que la demande de l'enfant veut dire. Car respecter la parole de l'enfant, ce n'est pas prendre son propos à la lettre. Ce n'est pas non plus le traiter comme un petit adulte maîtrisant toute la réflexion qui va avec, notamment sur l'identité sexuée. Mais c'est plutôt l'écouter et voir ses revendications évoluer dans le temps. Merci Amaury. Merci beaucoup Aurel pour ce point de vue marqué et que tu as développé concernant le changement de genre que peuvent avoir certains enfants assez jeunes et de voir que ça pouvait venir de l'influence de leurs parents. C'était intéressant. Et quelque chose qui risque aussi également d'être très intéressant, ça va être l'interview d'un de nos interventions spéciales qui va nous donner un point de vue philosophique sur la question de l'égalité des genres et qui va nous être présenté par Ileana. Ileana, c'est à toi. Bonjour, bonsoir du coup, merci Amaury. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Monsieur Olives. Bonjour, Monsieur Olives. Bonsoir, Ileana. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter pour nous, s'il vous plaît? Je pense que vous me connaissez tous, mais je le fais avec plaisir.
Donc, Monsieur Olives Jean-Michel, je suis né à Babel, en Algérie. J'ai immigré en France assez tôt et on m'appelait un pied noir. On continue à m'appeler pied noir. J'ai vécu dans la belle ville de Tarbes, dans les Pyrénées, changeant donc de climat et de lieu. Puis Marseille a été définitivement ma ville d'adoption et j'ai fait mes études au lycée Thiers, au lycée de Marcel Pagnol, puis j'ai continué mes études à Paris. Et je suis devenu enseignant de philosophie à la suite de mes études. Voilà. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. En effet, donc, comme la question de l'égalité des genres est très importante aujourd'hui et fait polémique, et doit sûrement l'être aussi dans le domaine philosophique. Pouvez-vous nous en parler un peu, s'il vous plaît? Oui, j'entends. D'ailleurs, j'ai vraiment apprécié vos réalisations. Je suis en tant que professeur et je pense que si des collègues regardent cette petite émission, ils sont vraiment enchantés. J'ai particulièrement, je dois dire, apprécié le micro-trottoir qui est totalement socratique, puisque je rappelle que Socrate descendait dans la rue, interviewait des gens. Ben, c'est exactement ce que vous avez fait et je crois que c'est la bonne méthode. Est-ce qu'il y a un lien entre la philosophie et le féminisme? Évidemment. Et ce lien est extrêmement fort, vous le savez sans doute. On parle beaucoup en France de l'influence des universités américaines, vous avez sûrement entendu parler de ça. Et il est clair que, et de la French Theory, donc il y a dans l'élaboration du féminisme contemporain un apport de la philosophie, notamment des philosophes Michel Foucault, encore que Michel Foucault ne se prétendait pas philosophe, je rappelle qu'il se considérait comme un historien, et également de Jacques Derrida. Donc cette French Theory est allée aux États-Unis et je dirais qu'elle a fait des bébés. Alors je ne sais pas si Foucault et Derrida accepteraient ces bébés théoriques, mais en tout cas, il est clair qu'il y a une filiation qui est traçable et donc on a beaucoup d'articles très érudits là-dessus. Donc il y a vraiment effectivement un lien entre le féminisme et des concepts philosophiques, ça c'est clair. Merci beaucoup. Et vous, quel est votre avis personnel sur l'égalité des genres, mais aussi votre point de vue philosophique? C'est une question qui est une mine que tu m'envoies. Tout le monde attend la petite bombe, à savoir qu'est-ce que le professeur de philosophie pense de l'égalité des genres. Je me permettrai personnellement de ne pas répondre pour une raison très simple. Ce n'est pas pour esquiver, c'est parce qu'en philosophie, justement, puisque tu demandes une opinion philosophique, bien en philosophie, il n'y a pas d'opinion. Il y a une réflexion à partir de définitions. Or, si tu veux, quand tu me poses la question « Quel est votre point de vue sur l'égalité des genres ?» je te dirais tout simplement « Je n'en ai aucun parce qu'il faut que tu me définisses. » C'est ce qu'on a essayé de faire. Et ce qu'est le genre et ce qu'est l'égalité qui est attendue. Et donc, mon travail de philosophe, comme le travail de tout philosophe, c'est d'éclaircir d'abord le débat avant d'y mettre le doigt. Mais ce qui m'amuse beaucoup, pour être franc avec toi, c'est plutôt la réaction de mes collègues face à ce débat. Donc, on a vu va participer à ce débat. Et depuis 2 jours, ou hier, je ne sais plus, depuis qu'on a mis mon nom, Monsieur Olives Jean-Michel, débat sur l'égalité des genres, j'ai des collègues qui sont venus me voir un peu étonnés, me disant « Mais de quel droit, enfin bon, sans aller jusque-là, tu peux parler d'égalité des genres ?» Eh bien, je trouve que c'est déjà quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire l'idée, effectivement, qu'un homme d'une 60aine d'années, professeur de philosophie, parle du féminisme ou de l'égalité des genres, dans certains esprits, pose problème. Bien, je dirais que moi aussi, ça me pose problème qu'il se pose ce type de problème. Voilà, pour répondre très simplement. Merci. Et donc, sûrement, plusieurs philosophes ont des avis très variés, sûrement. Et donc, il y a une philosophe qui s'appelle Judith Butler, qui a je crois, une opinion très importante du féminisme dans le domaine philosophique. Pouvez-vous nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Oui, si tu veux, ce que je peux faire, c'est peut-être, j'ai l'impression honnêtement que sur ces débats du féminisme, malgré quand même vos belles assertions, énormément de personnes sont déboussolées, excusez-moi d'employer ce terme, c'est-à-dire ne savent plus exactement à quel féminisme se fier ou se vouer. Pour une raison très simple, c'est que le mot féminisme ou même le terme d'égalité des genres cache énormément de réalités différentes. Donc,
pour moi, j'essaie quand même d'aller vers des choses simples, puisqu'un professeur doit aussi simplifier. Il y a plusieurs féminismes. Le féminisme que j'ai connu quand j'ai fait mes études, c'était le féminisme de Simone de Beauvoir. C'est un féminisme très important, et d'ailleurs la plupart des féministes, pas toutes, se reconnaissent en Simone de Beauvoir. Et qu'est-ce qu'elle disait, Simone de Beauvoir? Elle disait que être femme, c'est se libérer de la nature. Et entre parenthèses, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que tout le monde parle de Simone de Beauvoir, mais qui a lu Le deuxième sexe? Excusez-moi de poser la question qui fâche. Bon, dans Le deuxième sexe, qu'est-ce qu'elle dit, Simone de Beauvoir? Elle nous dit quelque chose de très simple. C'est que pour une femme, être libre, c'est se libérer de la nature. C'est-à-dire que Simone de Beauvoir considère que le destin biologique de la femme est un poids. Le fait qu'une femme accouche n'est pas une grâce pour Simone de Beauvoir. C'est même un accident inutile. Je cite Le deuxième sexe. C'est-à-dire que l'idée de Simone de Beauvoir, c'est que le féminisme doit être libre pour une femme, c'est se détacher de la nature. C'est se détacher de ce destin biologique, de cette passivité. Donc ça a été le premier féminisme, si tu veux, que j'ai rencontré dans mes lectures. Et puis, en faisant mes études, j'ai rencontré évidemment le féminisme de Judith Butler. Alors Judith Butler, c'est totalement différent. Pour Judith Butler, qu'est-ce que c'est le féminisme? C'est le fait de choisir son genre. C'est quand même différent. Et puis, j'ai rencontré plus tard des féminismes différents. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup de l'écoféminisme. Hein? C'est le féminisme qui vient de l'Australie, avec Val Plumwood, et c'est un féminisme qui revient sur l'idée de Simone de Beauvoir. Pour ces féministes australiennes et américaines, il faut revendiquer une nature féminine. Donc là encore, la question est encore différente. Qu'est-ce que c'est qu'être libre? C'est revendiquer la nature féminine qui a été opprimée. Alors qu'est-ce que c'est l'écoféminisme? C'est le fait de dire que quand vous opprimez la nature, vous opprimez la femme en même temps. Donc il y a un retour, tu vois, Yana, à cette idée de nature qui était totalement biffée par Simone de Beauvoir. Donc ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'il y a des féministes et des féministes. Et il y a des féministes qui d'ailleurs sont dans une guerre ouverte entre elles. Et la dernière forme de féminisme, et j'arrêterai ici, que je connais, parce que je lis les journaux, c'est le féminisme différentialiste. C'est un féminisme qui dit qu'être libre, c'est finalement éliminer l'homme. Alors là, effectivement, c'est un féminisme qui pose des problèmes. C'est le féminisme d'Alice Coffin qui nous dit « Je veux éliminer l'homme de mon esprit ». Donc, effectivement, c'est une autre façon de définir le féminisme. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que faites attention, lorsque vous parlez de l'égalité, du féminisme, il y a souvent différentes définitions derrière ces mots. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Olives. Je t'en prie. On va peut-être faire un petit débat, je pense. Merci beaucoup, oui, Monsieur Olives, pour cette intervention très complète, très claire, et ce point de vue philosophique que vous avez pu nous donner. Et on va enchaîner maintenant sur un moment peut-être que vous attendez, qui est le débat. Un débat qui va être organisé donc, entre les différents chroniqueurs. Monsieur Olives, bien sûr, pourra aussi intervenir. Et ce débat va se construire autour d'une question qui est peut-on croire à une réelle égalité des genres dans le futur grâce aux avancées sociales comme le féminisme? Et comme nous sommes en interaction avec vous, nous souhaiterions aussi peut-être que vous nous posiez des questions dans la barre de chat afin que afin de pouvoir débattre sur celle-ci. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur lesquelles vous voulez que nous débattions ou si vous avez juste des questions sur lesquelles, que vous vous posez, n'hésitez pas à en marquer dans la barre de chat afin que peut-être nous rebondissions sur celle-ci dans le débat qui va suivre. Et donc, vous êtes les bienvenus dans ce sens-là. Donc, je rappelle peut-être la question avant de commencer le débat, c'est peut-on croire à une réelle égalité des genres dans le futur grâce aux avancées sociales comme le féminisme? Et pour commencer, je vais donner la parole à un chroniqueur qui va se désigner peut-être.
Bon, il y a toujours un peu de réticence à commencer un débat, mais Ça viendra. il faudrait peut-être que quelqu'un se lance et ait le courage de commencer celui-ci. Et c'est Ileana, merci de s'être proposée, qui va entamer ce débat sur lequel je vous invite tous autour de la table à rebondir et vous aussi à travers la barre de chat. Donc, c'est une excellente question, enfin, c'est un excellent sujet de débat. Donc, personnellement, je crois qu'on pourrait éventuellement atteindre une réelle égalité des genres dans le futur, surtout grâce au féminisme, je pense, qui est, enfin, il faudrait que je le rappelle, qui est un mouvement non seulement pour les femmes, mais aussi pour l'égalité des hommes. Mais cependant, je crois que ça va être un processus un peu difficile quand même, vu dans quelle société nous nous trouvons aujourd'hui et les valeurs, certaines valeurs de notre société. Je pense qu'il sera quand même dur d'en arriver, mais je pense qu'un jour. Merci Ileana. Donc oui, probablement, il est vrai dans un futur possible, il en est peut-être possible. Et Tala, qu'est-ce que tu peux ajouter là-dessus? Alors moi, malheureusement, je ne pense pas qu'on va un jour arriver à une égalité, car le mouvement féministe existe depuis bien longtemps et ce sera toujours au conflit. Il y aura toujours des personnes qui seront pour, des personnes qui seront contre. Donc je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment une manière utopiste de voir le monde, de se dire qu'un jour tout le monde sera égaux. Donc malheureusement, non. C'est peut-être bien s'il y a des avancées ou si les clivages entre ces genres sont moins profonds, entre guillemets, mais il n'y aura pas une égalité parfaite, dans mon opinion. Bon, on va continuer avec Alice, mais ensuite on pourra peut-être enchaîner sur quelles peuvent être ces avancées dont nous parle Tala sur cette question qu'est l'égalité des genres. Donc oui, en effet, Amaury, je pense qu'au vu des avancées du passé qu'on a déjà vues pour atteindre l'égalité des genres, on peut pouvoir espérer continuer et persévérer dans cette continuité afin d'un jour arriver à une égalité des genres. Cependant, je pense que le risque aujourd'hui, c'est que les gens se reposent sur les avancées du passé. C'est vrai que dans le passé, on voyait que les femmes avaient clairement été vraiment inégales aux hommes, même au niveau d'égalité, de liberté qui était très basique, comme par exemple, les femmes ne pouvaient pas voter, ni travailler pour gagner leur propre argent. Donc, des réels changements étaient nécessaires et les problèmes étaient très clairs. Ce qu'il fallait régler était assez évident, alors qu'aujourd'hui, on parle de problèmes qui sont plus délicats, comme par exemple des représentations et des mentalités. Donc, c'est vrai que ce sont des problèmes qui sont plus délicats à changer et du coup, les gens peuvent parfois être réticents à vouloir vraiment commencer le débat et commencer la lutte pour des changements qui restent nécessaires afin d'arriver à une réelle égalité des genres. Donc, je pense que c'est possible, mais pas avec des moyens utilisés dans le passé. C'est vraiment, il va falloir plus persévérer pour atteindre une réelle égalité. Oui, en effet, comme disait Alice, on peut voir que d'un côté, il faut que le législatif, avec des lois, peut permettre une avancée, mais il faut également parler des mentalités qui sont encore très présentes dans la société et qui jouent un rôle majeur. Donc, on a beau, par exemple, avec la voie de l'IVG, l'IVG a beau être instauré en France, ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas des mentalités qui sont contre encore aujourd'hui à l'IVG, que ce soit à cause de croyances personnelles ou autres. Et donc, avant de pouvoir changer les mentalités, je pense qu'il faut d'abord commencer par mettre en place des lois, donc passer par la législation qui va entraîner, à mon avis, aussi un changement de mentalité. Donc, les deux vont ensemble. Merci Lola. On va peut-être voir maintenant Alexos qui a quelque chose à dire et qui va rebondir là-dessus. Et on va enchaîner ensuite sur les questions que vous posez dans le chat. Vous ne vous inquiétez pas. Oui, en effet, Amaury, je pense que d'emblée, on a un problème. C'est que, alors déjà, pour atteindre l'égalité des genres, et surtout entre les hommes et les femmes, c'est un projet qui doit être mené avec les deux sexes, j'ai envie de vous dire, avec les hommes et les femmes. Ce n'est pas un projet, contrairement à ce que Alice Coffin défend, qui est les femmes contre les hommes. Atteindre l'inégalité, c'est femmes avec hommes. Et ce n'est pas créer un climat hostile entre les hommes et les femmes, n'est vraiment loin d'être la solution. Donc déjà, arriver donc, à cette égalité est très difficile
si même les femmes entre elles ne sont pas d'accord avec qui s'associer pour atteindre cette égalité. Et je pense qu'il est très important de souligner cela parce que rien n'avancera s'il n'y a pas une unité. Et on sait que lorsque les opinions sont polarisées, on atteint rarement à quelque chose de bien, qui est en l'occurrence l'égalité entre hommes et femmes, et sans prendre en compte les différents genres qui pourraient exister de nos jours. Oui, c'est vrai, Alexios, tu as raison sur certains points. Et maintenant, on va rebondir donc sur une des questions qui est dans le chat, qui est pensez-vous qu'une société qui valoriserait le care serait plus féministe? Alors, je rappelle que oui, le care, c'est peut-être dans l'éducation des femmes au début de leur socialisation, entre guillemets. Elles vont plus être orientées vers des tâches qui relèvent du care, donc de l'aide aux autres, des tâches, on va par exemple offrir une dinette, ça passe par la dinette, par les soins, infirmières, voilà. Et donc ça, on peut se dire que cette socialisation, elle peut mener aux inégalités que l'on connaît aujourd'hui. Ça peut peut-être venir de là et de l'éducation et de ce care. Qu'est-ce que tu en penses, Aurel, par exemple? Ton micro, Aurel. Que les inégalités, elles ne viennent pas seulement de là, mais elles viennent aussi de comment la société s'est créée. Et en fait, il faut quand même savoir et comprendre qu'on vient d'une société qui a plus de 2000 ans d'histoire, c'est la société judéo-chrétienne. La société judéo-chrétienne qui nous enseigne que la femme est sortie de la côte d'un dieu, je crois, de Dieu. Excusez-moi. Je pense que c'est aussi des valeurs qu'on nous a appris tout au long de notre enfance, et c'est notre histoire qui va créer ces inégalités. Par exemple, quand on regarde si on feuillete les livres d'histoire, on va voir qu'il y a beaucoup plus, que les hommes sont en majorité et sont plus représentés. Et certaines féministes vont dire c'est mauvais, etc. Mais sauf que il y a très peu de femmes à montrer, par exemple, pendant le Moyen-Âge, etc. Et ça vient beaucoup plus tard. Donc, je pense que c'est l'histoire même de la France et de l'Occident qui est une histoire patriarcale et dans laquelle l'homme est favorisé. Et je pense que les inégalités viennent... Je pense qu'il faut retourner à l'essence de nos sociétés pour comprendre l'inégalité des femmes. Monsieur Olives, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter, et de quelle côte justement viennent les femmes, et votre point de vue sur cette question-là. Donc, Monsieur Olives, c'est à vous. Oui, ce sont des questions très intéressantes. Je rappelle votre micro. Que... Vous m'entendez tous? Oui. Oui, je rappelle qu'à ce micro-là, enfin, dans cette salle, nous avons reçu Sandra Laugier, que vous connaissez peut-être, qui est une des plus grandes théoriciennes du care en France, qui est venue nous en parler. Effectivement, je pense que c'est une question intéressante de voir ce souci de l'autre. Bon, alors, ce que j'ai entendu dans la discussion, c'est d'abord, est-ce qu'il faut associer les hommes au combat féministe, hein, j'ai entendu un petit peu ça. Bon, c'était pour rebondir sur les propos d'Alice Coffin, qui a, entre parenthèses, perdu quand même son poste à l'Institut catholique de Paris, je me permets de le dire, à cause de ses déclarations, puisqu'elle nous disait qu'il faut se débarrasser de l'homme, l'éliminer, mais dans l'imaginaire, bien sûr, mais ça a effrayé un peu tout le monde, et l'Institut catholique de Paris également. Donc la question, c'est est-ce que vous associez les hommes dans ce combat féministe? Et c'est une question assez actuelle, parce que vous savez que il y a aux États-Unis ce qu'on appelle, vous avez sans doute entendu parler de cela, la cancel culture, c'est-à-dire le fait d'organiser parfois des débats, des meetings sans la présence de l'homme, parce qu'effectivement, il y a peut-être nécessité pour le débat. Et cette idée de la cancel culture fait problème actuellement en France, pas simplement d'ailleurs pour nous, mais également dans les instituts politiques. Vous savez, il y a énormément de débats là-dessus, puisque je crois que c'est l'Université de Columbia qui a fait des cérémonies entre genres, pardon. Vous voyez, déjà, je me serais fait réprimander pour ce que j'ai dit. L'Université de Columbia fait également des remises entre ethnies différentes, entre gens qui sont pauvres
Effectivement. Donc la question qu'on peut poser, c'est que pensez-vous également de ce concept de la cancel culture qui arrive progressivement, visiblement, en France? Alexios, peut-être que tu peux rebondir sur cette question et sur cette cancel culture. En effet, donc, Monsieur Olives, vous avez totalement raison sur le fait que le cancel culture, c'est un modèle venu des États-Unis, surtout des universités américaines, donc des campus américains qui sont en quelque sorte engrainés par les woke, ce mouvement qui favorise beaucoup le cancel culture pour comment dire, affirmer le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec quelqu'un, ce qui d'ailleurs est c'est une entrave à la liberté d'expression, parce que si on n'est pas d'accord et qu'on se rue contre quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux, c'est ne pas, c'est être contre le principe même de la liberté d'expression. D'emblée, il y a un problème. Et aussi, c'est le fait de faire des réunions entre personnes opprimées, définit la société des opprimés. On a vu en France récemment avec le scandale de l'UNEF, avec les réunions entre racisés, c'est la même chose, c'est la même continuité, c'est de toujours mettre de côté le grand méchant loup qu'on connaît bien tous, le blanc patriarcal hétéro qui est oppressant, qui est colonialiste, tous les mots farfelus, c'est horrible, bien sûr. Et toujours, et si on ne travaille pas si on n'est pas tous ensemble pour arriver à une égalité, et on exclut donc c'est le diable des sociétés occidentales, on ne pourra jamais arriver à ce que les féministes souhaitent, qui est donc cette égalité. Merci Alexios, ton point de vue était très clair, donc très bonne intervention. Et peut-être que Alice aimerait rebondir sur cette question avant que nous enchaînions peut-être à une autre question qui nous a été posée dans la barre de chat. Alice, c'est à toi. Oui, voilà, comme Alexios vient de l'expliquer, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous m'entendez ? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette tendance à rester entre groupes qui seraient donc une minorité, plutôt que on va par exemple mettre la femme contre l'homme, plutôt que comprendre que l'égalité, en fait, c'est se rassembler tous ensemble. C'est qu'on va plutôt essayer d'identifier les minorités pour être plus fort entre minorités, en pensant que ça va permettre de se rehausser au niveau de la majorité ou alors du groupe le plus fort. Qui est ici, on voit très bien que les femmes, il y a de la discrimination envers les femmes, qui est le sujet aujourd'hui pour l'égalité des genres. Du coup, ce serait cette idée que toutes les femmes devraient s'unir afin de rehausser leurs droits pour atteindre ceux des hommes. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, il faut changer cette mentalité et voir cette lutte pour l'égalité des genres comme un combat commun où les hommes et les femmes doivent travailler ensemble pour trouver une égalité et un équilibre qui convient à la société et qui peut durer dans le temps, et que ce ne soit pas juste des lois qui soient imposées dans certains pays et qui vont au contraire faire des reculs avec des pays plus autoritaires qui seraient choqués par ces avancées dans des pays plus libéraux et plus avant-gardistes qui entraîneraient des dégoûts et des reculs face à cette idée de l'égalité des genres. Oui, tu as raison, Alice. Cette question d'égalité des genres est une question universelle qui nécessite des mesures qui viennent à la fois des hommes et des femmes, parce que sinon on arrivera difficilement à des avancées dans le futur. Et donc oui, cela doit passer par une lutte qui touche tout le monde vers un même progrès, entre guillemets, sur la question de cette égalité. Et on va maintenant rebondir sur une autre question. Je viens de parler de mesures qui seraient peut-être à entreprendre, et il y a justement une question qui nous a été posée, qui est quels sont les domaines dans lesquels vous espérez particulièrement voir des avancées. Donc, dans quel domaine vous aimeriez voir des avancées qui pourraient améliorer donc cette égalité des genres, qui permettrait cela? Qui aimerait prendre la parole? Peut-être Lola, pour commencer. Oui, alors je pense à un domaine qui n'est pas souvent cité, je pense, c'est le sport. Je pense que ça va faire sourire quelques-uns, mais on peut voir clairement dans le sport qu'il y a complètement une inégalité entre les genres, notamment le fait que les femmes puissent être enceintes représente un obstacle pour les femmes notamment qui, elles, ont beaucoup plus de mal à avoir des contrats ou encore à pouvoir
aller directement professionnellement pour avoir des contrats juste du fait qu'elles peuvent tomber enceintes et donc c'est un risque que, que par exemple les sponsors ne veulent pas prendre. Voilà, donc il y a le sport, mais il y a également le travail. Le travail, tout le monde le sait, l'égalité du salaire, des salaires au même poste n'est toujours pas le même. Et on a un certain plafond de verre qui est censé ne plus exister aujourd'hui, mais on peut clairement comprendre qu'à cause de notamment la pression qu'ont les femmes, la charge mentale qu'ont les femmes et en plus la pression sociale, que c'est beaucoup plus compliqué pour une femme de parvenir en haut de la chaîne, en haut de la chaîne alimentaire, en haut de l'entreprise qu'un homme. Mais on peut constater qu'il y a beaucoup moins de PDG femmes que de PDG hommes. Oui, oui, il est clair que c'est un fait aujourd'hui dans la société et qu'il faudrait peut-être que cela soit changé, qu'il y ait plus d'égalité des chances vers entre guillemets, ce qu'on appelle le plafond de verre qui n'est pas ouvert à tous, malheureusement, aujourd'hui, que ce soit sur des questions de genre ou d'autres questions qui nécessitent bien sûr d'être améliorées. Je voyais Alexios s'agiter sur le côté. Alexios, qu'est-ce que tu peux répondre à cela? Non, je voulais juste rebondir sur à ce que tu as dit, Lola, par rapport au sport, parce que là, tu parlais entre les inégalités dans le sport entre les hommes et les femmes, mais on peut même parler maintenant de nos jours avec l'arrivée des transgenres dans le sport, qui crée beaucoup de polémiques, notamment parce que les transgenres, notamment ceux qui passent d'hommes à femmes, sont très avantagés lorsqu'ils sont, et ça a été montré, il y a eu un match de boxe, je pense qu'en Angleterre, qui a été... où il y a un homme, enfin une femme qui était avant un homme. Oh, je laisserai Tala expliquer cela, juste elle en sait plus que moi. C'était un homme qui est devenu femme et on le sait biologiquement. On ne peut pas comparer l'ADN d'un homme et d'une femme. C'est sur juste le biologique. Et donc, cet homme est devenu femme et a participé dans les championnats de boxe en Angleterre et a fracturé le crâne de son adversaire, en fait. Et donc, il y a certaines limites, je pense, dans le sport. Il n'y a pas de souci entre les personnes transgenres, mais dans le sport, on ne peut pas accepter des personnes qui sont trop différentes biologiquement pour qu'ils participent dans le même sport, parce que là, cette personne a fracturé le crâne de 2 adversaires. Et là, c'est quand même très grave. Donc, je pense que juste sur le champ de sport, les transsexuels devraient quand même rester dans leur catégorie parce que biologiquement, ils ne peuvent pas se mélanger avec les autres. Ça fait des injustices après, même dans le sport. Oui, mais j'ai juste une question. Un homme voulant être une femme, cela va passer notamment par des hormones et donc ça va changer ces hormones. Donc, normalement, il doit faire des tests avant des matchs pour bien être sûr que, par exemple, niveau testostérone, la personne est justement dans les bons chiffres et donc pour pas justement pour pas qu'il n'y ait de supériorité parce qu'à l'origine, cette personne était un homme. Donc normalement, selon les tests et les mesures mises en place, les transgenres pourraient très bien participer au sport, non? J'aimerais rebondir sur ce que Lola dit. En effet, Tala, je comprends absolument ton point de vue, mais je suis tout à fait d'accord avec Lola qu'il y a des tests au niveau des hormones pour les sportifs transgenres afin de vérifier qu'ils n'ont pas des niveaux de testostérone plus élevés qu'une femme, disons, biologique. Et donc, je comprends ce que tu es en train de dire, mais donc, tu avais parlé que les transgenres devaient rester de leur côté. Est-ce que ça pourrait impliquer qu'il devrait avoir une catégorie uniquement pour les transgenres? Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que aussi, quand on se dit transgenre, il y a plein de personnes qui utilisent ça pour leur avantage. Ça veut dire que dans le sport, il y a des personnes qui se disent je suis un homme, mais je me considère femme pour gagner, par exemple, dans mon sport. Je suis d'accord avec ce que Lola dit. Il y a des hormones qui sont prises par ces personnes.
et je pense que ça devrait être utilisé et bien regardé parce que là, dans ce match de boxe, en fait, les hormones n'ont pas été prises et cette femme, donc c'était un homme mais qui est devenu femme, n'avait pas les hormones adéquates pour se battre en fait avec une autre femme parce que ça lui a fait une fracture de crâne. Donc je pense qu'il faut vraiment suivre à la lettre s'il y a la bonne prise de hormones. Je ne pense pas que ça fera autant de problème vu qu'elle transitionne totalement cette personne. Mais il y a d'autres personnes qui vont me dire en leur avantage, non, je me considère homme, je me considère femme, mais ne pratique pas ce changement juste pour essayer de gagner en fait dans la catégorie de sport dont elle joue en fait, tout simplement. Je vois que le sujet du sport entre la question de transgenre, fait beaucoup parler, fait réagir. Et juste pour finir sur cette question du sport, il y a une question qui nous est venue dans le chat qui est pensez-vous, attendez, excusez-moi, l'égalité des salaires peut-il réellement être atteint dans le sport? C'est une question qui revient très souvent sur les plateaux télé, voilà. Et on va finir peut-être sur la thématique du sport là. Sur cette question-là, est-ce que vous pensez que les femmes devraient-elles, par exemple, être aussi bien payées que les hommes, sachant que parfois, il est vrai qu'elles génèrent moins de revenus, mais elles réalisent le même travail. Donc, c'est une question qui est assez paradoxale au final, car elles ont le même travail. Donc, qu'est-ce que vous pouvez penser de cela? Est-ce que vous pensez qu'il serait normal qu'elles aient un salaire égal ou non? Alexios, qu'est-ce que tu en penses? Alors, Amaury, je pense que tu as quasiment dit la réponse à ta question dans ta question, qui est qu'elles génèrent moins de revenus. Je vais pas rentrer dans la question des équipes nationales parce que ça, c'est un autre savoir avec les fédérations. Mais en ce qui concerne les clubs de foot, ce sont des entreprises. Il faut savoir que ce sont des entreprises qui dépendent donc des revenus. Donc, c'est les ventes des maillots, de nombre de spectateurs qui viennent au stade. Dont on enlève le Covid, mais en d'autres termes, c'est donc les revenus. C'est sur ces revenus qui font les salaires des joueurs de foot. Lorsqu'il y a un match de femmes et que le stade est à un quart rempli et que contrairement à la même équipe masculine, il y aura le stade qui va être rempli, il y a forcément plus de revenus pour l'équipe masculine, ce qui est logique, et dans le même sens, une rémunération plus importante pour les hommes parce que d'un aspect totalement économique, les hommes rapportent plus à l'entreprise, qui je rappelle le club de foot, que les femmes. Et c'est comme ça. Leur but, c'est plus de faire du profit qu'autre chose. Merci Alexios. Est-ce que quelqu'un aimerait rebondir sur ce qu'a dit Alexios, est en désaccord avec peut-être ce point de vue? Parce que c'est tout de même, comme je l'ai dit dans ma question aussi, le même travail au final, le même sport. Enfin... Oui, sans être en désaccord avec notre ami Alexios, il est clair que sur le tennis féminin, excusez-moi, le tennis féminin, tout le monde le regarde avec grand plaisir. Donc le fait d'être femme ne signifie pas que la foule ne soit pas là, excusez-moi, de défendre également le sport féminin. Ça dépend peut-être effectivement des formes de sport. C'est clair que le football féminin se porte quand même bien, mais est-ce qu'il génère les mêmes revenus effectivement? Mais si vous demandez à Roland Garros, excusez-moi, le tennis féminin se porte très bien. Ouais, je pense que c'est pour dire, mon propos voulait dire que si, comme vous dites, le Roland Garros chez les femmes, si les stades sont remplis, comme chez les hommes, la paye devrait être la même. C'est dans le sens plus des revenus dont je parlais, si les revenus ne sont pas les mêmes. Oui, bon, il y a un point de vue économique, mais est-ce que c'est aussi simple que de penser qu'on a beaucoup de spectateurs, donc on va indexer les salaires sur le nombre de spectateurs? Je pense qu'il y a ici une lutte également pour l'égalité des droits qui doit être menée. Je finis simplement avec une question, je ne sais pas si on a le temps, mais il y a également la question de la langue. Je ne sais pas, vous ne l'avez pas du tout posée. Alors, justement, le féminisme a un lien avec, par exemple, l'écriture inclusive, etc. Oui. Je ne sais pas si vous avez… Justement, je profitais de votre intervention. J'allais justement rebondir là-dessus et profiter de votre intervention pour vous faire parler donc de cette thématique qui est l'écriture inclusive. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, Monsieur Olives, s'il vous plaît? Oui, mais j'aimerais que vous en parliez vous, parce que bon, le point de vue des professeurs nous intéresse moins ici que dans le débat. Donc, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Vous savez que quelques professeurs la pratiquent, quelques syndicats les pratiquent, quelques administrations d'ailleurs pratiquent l'écriture inclusive. J'aimerais avoir le point de vue des élèves. Là encore, c'est un sujet qui fait polémique, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir le point de vue de nos élèves. C'est vrai que c'est clivant et justement, peut-être que Aurel aimerait nous en parler. Il est assez renseigné sur cette question. Aurel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur celle-ci?
Oui, alors pour revenir juste un peu sur l'anecdote, il faut savoir que le débat a commencé lorsque le manuel Hatier a publié un manuel pour les CE1 ou les CE2, je ne sais plus vraiment, mais utilisant cette écriture inclusive. Alors, à titre personnel, lorsque j'ai vu cela, j'ai commencé à m'indigner, à me dire, enfin, en tant que latiniste, je me suis dit, les origines de notre langue, c'est une langue où le masculin prime la plupart du temps sur le féminin. Et je me suis dit, en fait, utiliser l'écriture inclusive, c'est renier, en quelque sorte, notre langue. Mais en réalité, j'ai commencé à m'interroger sur cette question. Et puis, je me suis souvenu de Judith Butler, dont vous avez parlé au début de votre intervention. Et Judith Butler nous dit que le langage structure notre pensée. Et donc, expliquer aux enfants que le masculin l'emporte sur le féminin, ça ne contribue pas à forger des consciences égalitaristes. Et donc, en fait, pour Judith Butler, si on l'interrogeait sur l'écriture inclusive, sa réponse serait sûrement qu'il faudrait utiliser l'écriture inclusive, car c'est le langage qui construit notre conscience. Ça, faut bien s'en rendre compte. Et si notre conscience, si notre langage devient égalitariste, alors notre mode de pensée serait aussi égalitariste, je pense. Monsieur Olives, peut-être que vous pourrez ajouter deux, trois choses à cela, mais voilà. Oui, en fait, je comprends tout à fait cette idée. Bien sûr, chacun, vous savez, là, c'est vraiment la guerre de tranchées. Hein. Si vous voulez vraiment qu'une salle de professeurs se dispute après le conseil de classe, vous parlez de l'écriture inclusive, vous aurez une bataille rangée. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce débat, encore que j'aime, vous savez, moi, j'aime bien la lutte et la polémique. Hein. C'est mon job, je dirais. Il y a quand même un problème qui se pose avec l'écriture inclusive, tout en acceptant les idées de notre ami Aurel. C'est le problème du langage parlé en tant que professeur, c'est-à-dire que cette écriture inclusive est une écriture, n'est-ce pas? Bon, on peut considérer effectivement les raisons d'Aurel sont intéressantes et qu'il peut y avoir une influence effectivement de la langue sur la psychologie, tout à fait. Mais j'étais également sensible aux arguments vous savez, d'Alain Rey, c'est celui qui fait le dictionnaire Le Robert que vous connaissez, il est mort récemment. Et Alain Rey, disait en fait, l'écriture inclusive, vous ne pouvez pas la parler. On ne peut pas la parler, c'est pratiquement impossible. Donc, c'est vrai que ça peut poser… et Alain Rey disait que c'est une idée généreuse, mais inutilement compliquée. Donc, j'étais assez impressionné par cet argument que c'est vrai qui m'a fait réfléchir également. Aurel, on est d'accord, notre réflexion change souvent avec des arguments, c'est ça la beauté de la réflexion. Et c'est vrai qu'il est facile de l'écrire, mais difficile, voire impossible parfois de la prononcer. Oui, c'est vrai que cet argument est très intéressant sur cette question qui est aussi clivante, je dirais. Et on va peut-être… il y a Alice d'abord qui va aussi apporter son point de vue sur cette question qu'est l'écriture inclusive, parce que pour l'instant, on n'a pas vu trop de confrontation. Donc Alice, peut-être, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Donc, en effet, je pense que le problème, c'est que oui, c'est très compliqué à parler, même impossible à parler l'écriture inclusive. Mais comme je voudrais revenir sur un des points de Aurel, qui est comment ça forge les mentalités. Donc, c'est vrai que depuis qu'on est à l'école primaire, on va nous dire le masculin l'emporte sur le féminin. Et aujourd'hui, je pense que la socialisation la plus importante pour lutter contre cette discrimination féminine, donc pour aller vers l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est la socialisation scolaire. C'est vrai que la grande majorité de la mentalité de la société, elle est forgée dans les écoles et avec l'éducation qui nous est apportée dès notre plus jeune âge. Donc, ça se passe dans les foyers, sauf que changer la mentalité des foyers, c'est impossible au niveau de l'État. L'État ne peut pas imposer une mentalité à un pays. Donc, clairement, afin de changer les mentalités pour les prochaines générations, il faudrait influencer l'éducation des enfants et, depuis leur plus jeune âge, leur expliquer l'importance de l'égalité des genres. Et du coup, c'est vrai que cette tentative de l'écriture inclusive était intéressante. Après, est-ce que c'est la bonne? Je pense que seul le futur nous le dira. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est dans cette vision qui cherche à changer les mentalités dès l'école primaire et donc à travers l'éducation des enfants qui est intéressante et à prendre en compte cet effort de changer la mentalité des générations futures.
Oui, c'est vrai que cet argument se vaut aussi. On peut penser peut-être que ça peut influencer l'égalité des genres dont nous parlons depuis le début de cette émission. Et c'est vrai que si cela doit passer par cette forme d'écriture, enfin cette forme ou de langage aussi, il faut peut-être l'envisager. Ça peut être un point de vue qui est aussi recevable, totalement recevable. Et pour changer totalement de sujet, on va juste clôturer ce débat peut-être sur la dernière question qui nous est posée dans le chat. Alors, celle-ci est: faut-il considérer d'imposer des réparations pour établir l'équilibre? J'imagine par cette question que c'est que les femmes, comme l'avait dit peut-être Lola auparavant, elles partent avec certains désavantages par rapport aux hommes, notamment dans le monde professionnel, de par le fait qu'elles doivent accoucher, qu'elles éprouvent certaines difficultés et qui fait qu'elles ne se retrouvent pas égales devant l'emploi. Et est-ce qu'il faudrait envisager donc des réparations pour rétablir cet équilibre? Iliana, qu'est-ce que tu en penses? Donc oui, je pense effectivement que peut-être certaines réparations devraient être établies pour renforcer l'équilibre. Donc il ne suffit pas juste d'avoir l'égalité des sexes. L'égalité, ça veut dire que les deux personnes, qu'on donne la même chose à deux personnes, par exemple. Donc on peut montrer cela avec un exemple. Donc, par exemple, je donne 2 boîtes à 2 personnes. Elles ont toutes les 2 boîtes. Mais si une personne en a besoin d'une de plus, il faut que je lui en donne une de plus. Donc, c'est une question d'équité, je pense. Et je pense que l'équité pourrait être donnée aux femmes avec certaines réparations. Excusez-moi pour la métaphore un peu bizarre. Non, mais chaque métaphore, chaque opinion est bonne à prendre dans ce débat. C'est justement ce qui en fait la beauté. Et peut-être que Aurel veut réagir à ce que vient de dire Ileana. Aurel, tu t'es agité là. Oui, je m'agitais effectivement parce qu'on a l'habitude de ces arguments. Ce n'est pas que le cas des femmes et de la différence entre les femmes et les hommes. Mais par exemple, si je prends le cas des universités aux États-Unis, il y a un phénomène qu'on appelle la discrimination positive et qui consiste à donner des points d'avance à des gens d'une certaine ethnie. Et donc, personnellement, je suis totalement opposé à cette classification-là parce que s'il fallait faire une discrimination positive, je pense que ce serait plus judicieux de la faire selon l'environnement dans lequel a grandi la personne. Donc, comme ça se fait à Sciences Po, par exemple, à l'ESSEC, etc., on va donner plus d'accès à ces écoles-là pour des gens. Ça va être plus facile pour des gens, par exemple, en ZEP ou dans des quartiers défavorisés. Je pense que c'est beaucoup plus judicieux de le faire de cette façon-là. Et en fait, je pense aussi que donner de l'avance à des femmes, contrairement aux hommes, c'est un peu enlever une certaine méritocratie qu'il y aurait en France. Et je pense que ça briserait cette méritocratie. Oui, donc merci Aurel. C'est vrai que c'est une voie qui peut être exploitée et qui est utilisée donc à d'autres fins pour l'instant, mais qui peut, oui, être exploitée dans le sens du rétablissement de l'égalité des genres. Et je vais laisser donc le mot de la fin de ce débat à Alice, qui souhaite s'exprimer aussi sur cette question. Alice, qu'est-ce que tu en penses? Donc voilà, pour rebondir sur ce qu'Aurel a dit avec la discrimination positive, je pense que ce qui est important de réaliser avec la discrimination positive, c'est que ça devrait être un moyen qui est temporaire afin de permettre aux minorités d'être réintroduites dans la société à niveau égal. Donc, comme disait Iliana, il y a une différence entre équité et égalité. Aujourd'hui, il y a besoin de cette discrimination positive pour pouvoir permettre à des minorités d'être incluses dans la société à pied d'égalité, comparé à des minorités, alors que si on reste si on s'appuie en fait dans le futur sur ces discriminations positives, ça pourrait justement permettre à des personnes d'en profiter et donc enlever cet objectif principal de la discrimination positive qui est de rétablir une certaine égalité. Donc je pense que ça devrait être considéré vraiment une passerelle afin d'arriver vers un moment où on n'aurait plus besoin justement de ces discriminations positives et qu'on pourrait du coup s'en passer, puisque les mentalités évolueraient en même temps que
ces dispositifs sont mis en place. Et c'était le mot de la fin de ce débat prononcé par Alice Provendier. Je souhaite tout d'abord vous remercier tous. Aurel a un dernier truc à dire. Il est démangé, il se démène. Non, mais je pense que c'est important quand même de mettre les choses à sa place. Alice a dit que ça permettrait une réinsertion de certaines catégories de personnes dans la société. En réalité, quand on voit qu'à Harvard, par exemple, les Asiatiques, l'ethnie asiatique commence avec moins de points que les Blancs, enfin, entre guillemets, oui, ça, que les Blancs. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont désavantagés par rapport aux Blancs. Et quand on voit qu'il y a une semaine de là, 3 Asiatiques se sont fait tuer par des Américains, ça pose un peu des problèmes. Donc, c'est-à-dire que ça n'a pas vraiment un rapport avec l'insertion dans la société, je pense. Merci. Bon, et finalement, c'était le mot de la fin de ce débat. Excusez-nous, les esprits se sont un peu échauffés. Le débat continuera peut-être entre nous après, qui sait. Mais pour l'instant, l'heure est au remerciement. Alors tout d'abord, je souhaiterais remercier notre invité spécial, Monsieur Olives, qui nous a fait le plaisir d'être là et de nous donner son point de vue et sa vision assez philosophique. J'aimerais également remercier l'école et Monsieur le proviseur, de nous laisser prendre la parole et de nous exprimer devant un certain auditoire. J'aimerais aussi remercier tous les chroniqueurs ici présents et leurs interventions extrêmement pertinentes. Et j'aimerais remercier également Martin qui nous accompagne de manière excellente. Et Monsieur Bonnemaison aussi qui a été là durant nos séances de préparation de cette émission. Et pour finir, j'aimerais vous remercier tous d'avoir assisté à notre émission et d'y avoir participé par vos questions, d'y avoir réagi. Et ça, c'était précieux pour nous. Et c'est sur ces mots que l'on se quitte. Il est 8h10, vous êtes bien sur Franchise Radio dans cette émission spéciale dédiée à l'égalité des genres. Passez tous une bonne soirée. On vous souhaite tous une bonne soirée. Merci à toi, Amaury. Merci. Merci, Amaury. Merci. Merci à vous.